Alors, une interrogation sémantique a parcouru toute la journée nos discussions, explicitement ou implicitement. Faut-il parler d'obligation, de devoir de vigilance? Je n'y reviens pas, je ne m'y attarderai pas car je n'ai pas le temps. Et je me concentrerai plutôt sur une autre question qui a également été évoquée, mais peut-être un peu moins souvent, et qui est la suivante. Doit-on et peut-on articuler le droit commun du contrat et le droit spécial de la vigilance? De fait, les points de contact et de conflit seront nombreux. Il ne s'agit pas du tout d'hypothèse d'école. Dès lors, comment penser et mettre en œuvre cette articulation? C'est la partie, me semble-t-il, la plus délicate de la question. Mais avant précisément de plonger dans ces interrogations sur la façon dont l'obligation ou le devoir de vigilance s'inscrivent bien ou mal dans le droit commun et dans le contentieux du contrat, il convient, me semble-t-il, de manière plus rassurante, de se familiariser avec les clauses que l'on désigne souvent par le terme de clauses RSE, qui ont pour objet de mettre en musique l'obligation de vigilance, et plus précisément de décrire la façon dont les co-contractants vont participer à sa mise en œuvre. Si vous me permettez une image qui parlera aux alpinistes, dont je ne suis pas, dont je ne fais pas partie, j'allais dire que nous allons essayer d'atteindre le sommet en commençant par nous échauffer sur la face sud, la plus ensoleillée, la moins difficile à gravir, en analysant les clauses et leurs objets. Et puis, cet échauffement terminé, nous essaierons de tenter l'escalade par la face nord, la plus froide, la plus dangereuse, la plus glacée, autrement désignée par moi comme la face du contrat, en essayant d'explorer le croisement entre les voies du droit commun et les voies du droit spécial, et en espérant parvenir au sommet sans encombre. Alors, je commence par la face sud et par les clauses. La multiplication des clauses RSE n'est pas contestable. Les pratiques contractuelles sont en évolution constante. Selon des chiffres de l'International Association of Contract and Commercial Managers, 73% des entreprises consultées dans ce sondage déclarent inclure des clauses RSE dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs. Donc c'est un phénomène relativement massif. En revanche, et c'est pourquoi je ne remerciais pas les organisateurs tout à l'heure, en revanche, il existe très peu, pour ne pas dire pas du tout, d'études doctrinales sur la question. Seules quelques études de milieu professionnel, Affectio, Mutandi, Ecovadis, American Bar Association, peuvent être consultées. Et merci au passage à Mustapha, qui est en train de régler un problème diplomatique, de me les avoir adressées. Ces études professionnelles rendent compte de ce développement, et elles traduisent à la fois la créativité de la pratique, le caractère encore très balbutiant de ces clauses et les inquiétudes des professionnels. Alors, pour atteindre les objectifs visés, les professionnels essaient d'abord d'identifier les éléments constitutifs de base, j'allais dire les ingrédients de la recette, et ils réfléchissent alors en termes d'objets des clauses destinées à mettre en œuvre cette obligation ou ce devoir. Ensuite, ils s'interrogent sur la rédaction proprement dite de ces clauses, comme sur, et c'est une question un peu plus délicate, comme sur leur articulation avec les autres clauses, notamment les clauses commerciales du contrat. Commençons par l'objet des clauses mettant en œuvre l'obligation ou le devoir de vigilance. L'objectif ici est multiple. Il s'agit, et voici les 4 briques, j'allais dire, essentielles de la construction du contrat. Il s'agit tout à la fois de mieux définir l'objet des obligations de vigilance que l'on va demander aux partenaires contractuels de faire vivre. Il s'agit ensuite d'organiser le contrôle de cette mise en œuvre. Il s'agit de prévoir, 3e brique, les éventuelles sanctions en cas de manquement
à ces obligations. Et enfin, il s'agit d'organiser le ruissellement de ces obligations au-delà du rang 1 pour les faire ruisseler tout au long de la chaîne de valeur. Alors reprenons très rapidement ces quatre points. Mieux définir l'objet des obligations de vigilance. On part d'un constat, l'obligation ou le devoir de vigilance ne sont définis que de manière très générale et très imprécise dans les textes. L'entreprise débitrice devra d'abord en préciser les contours en identifiant les risques et en les qualifiant, mais elle a besoin de s'appuyer la plupart du temps sur un référentiel normatif pour tenter de préciser les engagements pris. Et la nature de ces référentiels normatifs est variée, mais il n'est pas certain, nous le verrons, qu'ils permettent dans tous les cas d'atteindre la précision attendue. Dans la pratique, la plupart du temps, ces référentiels normatifs peuvent être soit qualifiés d'internes, non pas à l'entreprise, mais au moins à la filière, tels que les codes de conduite, les chartes, etc., ou bien des référentiels externes, qui ont été souvent évoqués ici, Pacte mondial, normes de l'OIT, principe directeur de l'ONU, principe directeur de l'OCDE, ISO 26000 et ses 7 principes directeurs, etc. Sans pouvoir entrer dans le détail, il s'agit donc de référentiels qui, pour une grande majorité d'entre eux, relèvent de la soft law. Leur inclusion dans le contrat, c'est un point évidemment important à noter, donne sans doute une force contraignante à ces dispositions de soft law dans les relations entre les parties. C'est l'article 1103 du Code civil, la loi des parties. Étant cependant observé que la généralité et la relative imprécision d'un assez grand nombre de ces dispositions ne mettent pas à l'abri de problèmes d'interprétation et de mauvaises surprises, pour parler vite, comme j'essaierai de l'évoquer plus loin. Deuxième brique à laquelle on pense, c'est mettre en place des systèmes d'évaluation. Il s'agit ici d'organiser le contrôle de la mise en œuvre du respect des clauses. Alors, on aura souvent un audit initial qui permettra de mieux identifier et de cartographier les risques. Mais pendant l'exécution des obligations, la majorité des contrats prévoient des audits de suivi qui peuvent être ponctuels et aléatoires ou réguliers. Le fait de ne pas prévoir de tels suivis pourra être évidemment retenu à charge contre l'entreprise tenue à la vigilance lorsque sera posée la question de la bonne exécution de son devoir de vigilance. S'il prévoit de tels suivis, le contrat devra aussi comporter des précisions sur la prise en charge des coûts générés par ces audits. L'entreprise tenue à un devoir de vigilance devra être prudente sur ce point pour ne pas donner le sentiment qu'elle se décharge de ce devoir sur ses partenaires contractuels. Troisième brique, déterminer les conséquences en cas de manquement. C'est l'aspect contrainte et sanctions qui, dans la pratique, varie beaucoup d'un contrat à l'autre. Certains contrats ne prévoient aucune sanction spécifique et ramènent à l'hypothèse générale d'inexécution. La majorité, cependant, envisage la situation et organise un système de sanctions qui, souvent, s'applique par étapes progressives en cas de violation réitérée, avertissement, mise en œuvre, engagement de la responsabilité avec un système de clauses pénales, etc. L'observation de la pratique semble toutefois montrer que si la plupart des contrats comportent des clauses de responsabilité, elles sont très rarement mises en œuvre sur le terrain. Est-ce que parce que les co-contractants exécutent fidèlement leurs obligations, ou est-ce que parce que c'est difficile à mettre en œuvre? Quoi qu'il en soit, l'entreprise tenue au devoir de vigilance doit être attentive au caractère proportionné des clauses, en faisant peser sur le fournisseur, le sous-traitant, la filiale, des obligations trop fortes ou sanctionnées trop sévèrement ou trop systématiquement. Elle prend le risque que son attitude soit analysée comme une forme de transfert de la responsabilité. Évidemment, ce thème du transfert de la responsabilité, j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, dernière brique, organiser le ruissellement de l'obligation au-delà du rang 1, c'est la dimension de couverture. Ici encore, les études professionnelles dont on dispose
démontrent que les clauses sont plus ou moins précises. Une majorité de clauses prévoit que le rang 1 doit imposer des clauses similaires à ses propres fournisseurs ou à ses propres filiales ou à ses propres sous-traitants. Un certain nombre de clauses minoritaires prévoient seulement l'obligation de déclarer l'identité des fournisseurs et des sous-traitants impliqués dans la chaîne. Il est également possible de prévoir que l'entreprise de tête garde la possibilité d'évaluer elle-même les fournisseurs et les sous-traitants de ses fournisseurs, au moins de manière aléatoire. Tels sont les 4 ingrédients, donc les 4 éléments constitutifs de base, mais il va de soi qu'on ne peut pas s'en tenir là, et qu'il convient d'entrer dans le travail de rédaction de ces clauses et dans l'analyse de leur articulation avec les clauses commerciales. Sur la rédaction proprement dite, elle doit être soigneuse et concilier complétude raisonnable, précision suffisante, adaptabilité et proportionnalité, tout en garantissant le ruissellement des obligations tout au long de la chaîne, tandis que leur articulation avec les clauses commerciales doit garantir l'équilibre de la relation. Je reviens très rapidement sur ces 2 points. La rédaction proprement dite, tendre vers la couverture de tous les domaines identifiés comme relevant de la RSE de l'entreprise et de ses obligations, de son obligation de vigilance, apparaît peut-être perçue par l'entreprise comme une démarche prudente, une démarche rassurante. Son service juridique peut lui recommander d'aller dans ce sens. Pourtant, il n'apparaîtra pas raisonnable de prétendre couvrir tous les domaines avec le même degré de vigilance. Et on s'attachera à vérifier, au contraire, que l'entreprise va adapter les clauses aux risques qu'elle a cartographiés et ne pas se contenter de clauses trop générales. D'ailleurs, le rédacteur de la clause doit être conscient que l'imprécision, la généralité des clauses sont facteurs de risque. Dans certains droits, par exemple en droit allemand, le risque d'annulation de clauses au motif qu'elles sont rédigées en termes trop généraux, trop imprécis, qui ne permettent pas de caractériser clairement les obligations, est un risque bien réel, indépendamment du risque d'annulation. Le risque d'inefficacité, au moins, doit être souligné, qui résulte du fait que la clause trop générale ou trop imprécise ne permettra pas l'exonération de la responsabilité de l'entreprise tenue au devoir de vigilance. Sur la question de l'adaptabilité et de la proportionnalité de ces clauses, l'allocation, j'insisterai sur un point, l'allocation de ressources différentes et la force graduée des clauses en fonction des domaines et des risques cartographiés seront regardés comme des preuves de sérieux. Dans le même esprit, les rédacteurs doivent veiller à prévoir des modalités, j'y insiste, de révision et d'adaptation des obligations en fonction notamment de l'évolution des risques dans le temps et en fonction également des retours d'informations que l'entreprise recueille à l'occasion de ces contrôles. S'agissant du ruissellement, les clauses ne doivent pas pouvoir être interprétées comme transférant aux co-contractants successifs la responsabilité qui doit continuer à peser sur l'entreprise de tête. Mais en même temps, et c'est un double écueil, ces clauses ne peuvent être efficaces que si elles laissent un degré d'autonomie suffisant aux partenaires, aux co-contractants de rang 1, pour négocier, adapter les obligations à ses propres partenaires. Deuxième tentative de pénétration de la salle. Pour l'articulation avec les clauses commerciales, le partenaire de l'entreprise tenu à la vigilance, qui accepte des clauses RSE qui le contraignent à respecter des obligations relativement lourdes et qui peuvent le conduire à modifier ses propres process de production et à réexaminer ses relations avec ses propres partenaires. Ce partenaire donc de l'entreprise tenue à la vigilance peut légitimement attendre, et la référence ici à l'attente légitime n'est pas fortuite, en retour des conditions contractuelles adaptées
spécialement en ce qui concerne la durée de la relation contractuelle et les contreparties financières, notamment en termes de prix. La question de la durée de la relation commerciale et des contreparties financières me paraît essentielle. D'ailleurs, il n'est pas indifférent de noter que dans l'accord signé postérieurement au drame du Rana Plaza, qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Magnier, 2 articles prévoient à la charge des entreprises donneurs d'ordre ou clientes des opérateurs locaux, d'une part, l'obligation d'assurer les capacités financières de ces opérateurs pour leur permettre de se mettre aux normes, assurer les capacités financières pour leur permettre de se mettre aux normes, c'est l'article 22 de cet accord, et d'autre part, l'obligation de maintenir avec eux des relations à long terme, c'est l'article 23. En termes très résumés, on pourrait dire que vigilance et précarité ne peuvent pas cohabiter, et cela doit se traduire dans le contrat. Mais au-delà de ces interrogations sur les clauses, sur leur rédaction, sur leur portée, sur la difficulté à les rédiger, je l'ai dit tout à l'heure, la question principale reste celle de la relation entre le droit commun des contrats et le droit spécial de la vigilance, et je vais m'employer à en parler maintenant. Nul ne conteste le rôle du contrat dans la mise en œuvre de l'obligation de vigilance. Nul ne conteste non plus qu'il est à peu près le seul moyen de transformer de la soft law en hard law entre les parties. Mais à partir de là commencent les interrogations, les incertitudes, principalement liées au fait que le droit commun du contrat, en ce compris la responsabilité contractuelle évidemment, et le contentieux qui leur est associé, vont se heurter soit au droit spécial de la vigilance, soit aux objectifs visés par cette vigilance imposée. Quels sont les contrats auxquels je pense ? Eh bien, tout d'abord, il s'agit des contrats commerciaux que j'ai évoqués jusqu'ici, conclus entre un client et ses fournisseurs réguliers, ou bien entre une société mère et sa filiale, ou entre un donneur d'ordre et ses sous-traitants. Dans ces contrats auront été glissées des clauses RSE, et des questions apparaîtront dans l'hypothèse où des problèmes d'interprétation et ou d'exécution seront posés, et dans l'hypothèse où un litige sera né entre des partenaires commerciaux qui, du coup, porteront 2 casquettes. Celle de partenaires commerciaux d'une part, mais celle aussi d'entreprises tenues à la vigilance ou soumises à la surveillance de la première. Et c'est cette confrontation entre ces 2 qualités qui va poser problème. L'autre type de contrat auquel je ferai référence ensuite, ce sera le contrat conclu par l'entreprise tenue à cette obligation avec un prestataire de service chargé par elle de se substituer à elle dans la mise en œuvre concrète de l'obligation de vigilance. C'est ce sont des tout autres problèmes qui se posent. S'agissant des contrats commerciaux, 3 questions au moins peuvent émerger. La première touche au contentieux et à la désignation du tribunal compétent. La deuxième a trait à la validité des clauses et aux conséquences sur le contrat de leur éventuelle nullité. La dernière, enfin, invite à s'interroger sur la question de savoir si le non-respect d'une obligation RSE peut être de nature à justifier la rupture de relations commerciales établies. La compétence. En cas de contentieux, le problème apparaît dans l'hypothèse d'un litige portant sur l'interprétation ou l'exécution d'une clause dans un contrat commercial. Pour que le problème naisse, il faudra qu'il s'agisse d'une clause RSE, telle que je les ai évoquées jusqu'ici, ou d'une clause commerciale elle-même en lien étroit avec la clause RSE. Et que le débat dérive sur la mise en œuvre du devoir de vigilance. S'agissant d'un contrat commercial liant des partenaires commerciaux, la compétence de principe devrait être celle du tribunal de commerce, mais, comme nous le savons tous, le législateur a donné compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris en matière de vigilance dans l'article L211-21 du Code de l'organisation judiciaire. Une autre hypothèse pourrait être que le litige soumis au tribunal de commerce entre partenaires commerciaux, à propos de l'interprétation ou de l'exécution d'une clause, parvienne
si je puis dire, aux oreilles d'une ONG, éventuellement sollicitée par l'une des parties au litige commercial, et qu'un contentieux parallèle au premier s'engage cette fois devant le tribunal judiciaire de Paris, avec évidemment le risque d'une contradiction de jugement. Donc comment sortons de cet éventuel conflit de compétences ou de cette éventuelle contradiction? Alors je ferai une remarque préalable qui n'engage que moi et avec laquelle beaucoup d'entre vous seront peut-être en désaccord, mais voilà, me semble-t-il, où nous conduit la mode chaque jour plus prégnante et revendiquée de la prétendue nécessaire spécialisation des juges et de la non moins prétendue nécessité de pôles spécialisés en finance, en santé, en environnement, sur les violences intrafamiliales, etc., etc. Je soutiens au contraire que ces contentieux ne sont pas plus complexes que ceux que peuvent connaître les juges de droit commun en assurance construction, en droit de l'informatique ou en droit des brevets, qu'ils doivent être nourris par les principes et les règles du droit commun, évidemment revisités, comme l'a souligné Mustapha tout à l'heure, et qu'il eût été bien préférable, à mon sens, de s'en tenir à la solution que la Cour de cassation avait retenue quelques jours seulement avant que le Code de l'organisation judiciaire soit amendé, à savoir que lorsque le litige est mixte, le demandeur a une option entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, étant observé, je le concède, que même cette solution ne mettait pas à l'abri d'une éventuelle contradiction de jugement. Il reste que la loi est ce qu'elle est et qu'il faut chercher une voie pour tenter de régler cette difficulté. En l'état des textes, il me semble que la solution, ou du moins une piste vers une solution, peut résider dans l'analyse de l'objet du litige. Le contentieux est-il un contentieux commercial entre partenaires commerciaux qui s'opposent sur la façon d'exécuter une clause RSE? Il n'y a, à mon sens, aucune raison de saisir le tribunal judiciaire de Paris. Car ce qui est en cause et en débat, c'est alors la relation entre les contractants et non pas la dimension d'intérêt collectif de l'obligation de vigilance. Une solution identique a été donnée par le tribunal de commerce de Nanterre à propos de la réparation du préjudice écologique. Deux sociétés commerciales se disputaient entre elles sur la mise en œuvre d'une garantie de passif environnemental, et l'une d'elles a invoqué le Code civil et le droit pour elle, selon elle, de demander réparation du préjudice écologique. Et le tribunal lui répond « Non, les dispositions du Code civil visent la protection d'un intérêt général ou d'un intérêt au moins collectif et il ne peut pas servir à régler un conflit entre commerçants. » Et je pense que cette solution, qui est soumise aujourd'hui à la Cour d'appel, est intéressante. S'agit-il au contraire d'un contentieux qui porte sur une de ces clauses, mais dont l'une des prétentions vise à démontrer que la société tenue à la vigilance ne l'exerce pas de manière à atteindre les buts fondamentaux qui lui sont fixés par la loi, alors le tribunal judiciaire devra être saisi. Est-ce que cette orientation que j'esquisse est satisfaisante? Elle demandera sans doute à être affinée, précisée par les juges eux-mêmes. Elle pourra être débattue peut-être tout à l'heure si nous en avons le temps pendant la discussion. Quant au risque de contradiction de jugement, je ne vois pas comment il pourrait être réglé en dehors de la procédure d'appel ou le pourvoi en cassation. Une autre situation difficile peut apparaître dans l'hypothèse où une clause RSE, ou plusieurs d'entre elles, serait déclarée nulle. La question sera notamment de savoir si le juge du contrat, par définition juge du droit commun, peut décider que l'importance de la ou des clauses de vigilance annulées est telle qu'elle doit entraîner la nullité de tout le contrat. La question est complexe, mais essayons là aussi de proposer une piste. Si la nullité de la ou des clauses ne remet pas en cause l'équilibre général du contrat entre les partenaires commerciaux, il n'y a pas de grande raison à décider qu'elle doit entraîner la nullité du contrat tout entier. Si en revanche, là où les clauses annulées étaient indissolublement liées à d'autres clauses commerciales, telles que la clause de durée ou la clause de prix,
Si ce lien est démontré, le juge pourra être tenté de décider que, faute par les parties d'avoir prévu une procédure de révision de ces clauses, et j'insiste à nouveau sur l'importance des clauses de révision et d'adaptation, le contrat tout entier pourrait être, dans ce cas, annulé. Reste l'hypothèse où ce n'est pas le juge du contrat, mais le juge de la vigilance qui statue. En l'état actuel des textes, ce juge n'a pas la possibilité de prononcer la nullité de clauses RSE ou de clauses de vigilance. Tout au plus peut-il mettre en demeure d'améliorer la copie, j'allais dire, du plan de vigilance, ou, dans un deuxième temps, engager la responsabilité civile. Peut-on imaginer qu'un fournisseur ou un sous-traitant, constatant que l'entreprise cliente ou donneuse d'ordre a été condamnée sur le terrain de la responsabilité civile, vienne en tirer la conclusion que le contrat comporte des vices et que toute la chaîne de valeur est menacée? Il ne me paraît pas raisonnable de l'admettre sous réserve de circonstances très particulières. La dernière hypothèse de confrontation entre droit du contrat et celui de la vigilance est celle de la rupture des relations commerciales établies. Alors la question doit être précisée. Il ne fait guère de doute, à mon sens, que l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une clause RSE peut venir justifier la rupture de relations commerciales établies s'il est démontré que cette inexécution fait courir un risque important à l'entreprise tenue au devoir de vigilance. Il peut être soutenu que l'entreprise risque d'être accusée de ne pas exercer son devoir de vigilance si elle ne réagit pas alors que son co-contractant, par exemple, n'exerce aucune surveillance sur ses propres fournisseurs ou bien ne fait pas remonter les informations qu'il s'était engagé à faire remonter. Pour autant, comme je l'ai dit plus haut, la rupture de la relation ne peut intervenir, me semble-t-il, qu'après que d'autres sanctions contractuelles aient été prises dans le respect d'une certaine gradation. J'ai parlé de mise en demeure, de délai donné pour revenir à une exécution fidèle au terme du contrat, de mise en jeu d'une clause pénale, etc. La deuxième partie de la même question consiste à se demander si une telle inexécution ou mauvaise exécution pourrait justifier une rupture de la relation commerciale sans préavis. C'est une autre question, comme le prévoit le troisième alinéa du 2 de l'article L. 442.1 du Code de commerce. La jurisprudence de la Cour de cassation laisse penser en l'état que la réponse doit être négative, sauf à démontrer que la violation est si grave qu'elle fait courir un risque quasi immédiat à l'entreprise tenue au devoir de vigilance. Mais la plupart du temps, la rupture ne pourra intervenir, me semble-t-il, qu'avec un préavis suffisant, dont la durée sera principalement dictée par l'ancienneté de la relation et la densité du courant d'affaires. Reste, dans les 2 minutes qui me restent, à envisager l'hypothèse des contrats n'ayant pas un objet commercial, mais ayant pour objet principal de confier à un prestataire de service la mise en œuvre et la réalisation de devoirs de vigilance pesant sur l'entreprise. C'est la question du transfert de la mise en œuvre de l'obligation de vigilance ou de sa délégation. L'entreprise tenue à la vigilance peut-elle déléguer la mise en œuvre de cette obligation? Dans tous les cas, il me semble, en droit français, comme dans la proposition de directive, il ne paraît pas envisageable que l'entreprise tenue à la vigilance puisse transférer à d'autres la responsabilité que la loi fait peser sur elle. Plus haut, évoquant les clauses, j'ai même souligné que les rédacteurs devaient veiller à ce que les clauses dites de ruissellement ne donnent pas le sentiment que l'entreprise essayait de se décharger et de transférer sa responsabilité à des opérateurs de rang 2 ou 3. Une toute autre question est de se demander si, tout en conservant la responsabilité pleine et entière de la bonne exécution du devoir de vigilance, elle ne peut pas déléguer la mise en œuvre concrète de ses obligations, par exemple en contractant avec un tiers de confiance, un cabinet d'audit, une plateforme d'alerte ou tout autre professionnel spécialisé proposant des prestations de services de vigilance, si je puis dire. Et à mon avis, le marché ne va pas manquer de se créer.
Donc il faut distinguer les clauses dont l'objet serait de tenter de s'exonérer de la responsabilité du contrat dont l'objet serait simplement de transférer à un tiers de confiance la mise en œuvre concrète de cette obligation, étant évidemment précisé que la responsabilité, par exemple à l'égard des ONG agissant sur le fondement du Code de commerce, en cas de défaillance, continuera de peser sur l'entreprise qui aura fait appel à ce prestataire de service, sauf pour elle la possibilité de recourir contre ce tiers de confiance, ce prestataire de service, pour lui reprocher d'avoir mal exécuté sa prestation, ce dernier pouvant d'ailleurs aussi essayer de s'exonérer en prouvant la faute de son créancier qui, par exemple, ne lui a pas donné les moyens d'intervenir efficacement. Donc on a là toute une série de contentieux qui peuvent apparaître. Cette solution s'impose à mon sens et elle est déjà inscrite en droit de l'environnement à propos des obligations de compensation. Vous le savez, le législateur fait peser sur certains aménageurs ou certains promoteurs de travaux des obligations de compensation pour les atteintes à la biodiversité qu'ils causent. Cette obligation pèse sur l'aménageur ou le promoteur de travaux. Il garde la responsabilité de la bonne mise en œuvre de ces mesures compensatoires vis-à-vis de l'administration jusqu'à la fin. Il n'empêche qu'il peut néanmoins déléguer la mise en œuvre concrète de ces mesures en passant un contrat, par exemple une obligation réelle environnementale, avec un partenaire agricole ou un propriétaire d'espace naturel sur lequel seront mises en œuvre ces mesures compensatoires.